Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation du master ingénierie juridique et financière des sociétés. Ce master est aujourd'hui co-dirigé par moi-même, Philippe Émy, et par un des créateurs du diplôme, le bâtonnier Philippe Duprat, qui est avec moi, qui va vous présenter avec moi cette formation. Une présentation qui se situe dans le cadre de la nouvelle sélection avec la plateforme Mon Master, donc qui s'adresse bien entendu aux étudiants bordelais, mais aussi aux étudiants d'autres facultés. Et avant de commencer cette présentation, je voudrais remercier l'Université de Bordeaux, la Faculté des droits de Bordeaux, et donc l'équipe des Canals, qui s'est occupée d'organiser ces présentations, spécialement le vice-doyen au master, c'est le professeur Julien Valliargue, et également toute l'équipe administrative qui travaille d'arrache-pied sur cette campagne, et ça va durer encore quelques mois. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va réaliser cette présentation en deux parties. Tout d'abord, une présentation classique où moi et Maître Duprat allons intervenir pour vous présenter le diplôme. Et ensuite, les étudiants qui sont connectés pourront éventuellement, s'ils en ont, poser des questions auxquelles on répondra avec plaisir. On va donc commencer cette présentation. Et pour cette présentation, je dirais que point d'entrée, finalement, c'est peut-être vous parler, à vous, étudiants, des avantages de faire un master en droit des affaires. Alors, bien entendu, on vous parlera plus en détail du master ingénierie juridique et financière des sociétés, mais je commencerai par ça, les avantages d'un master en droit des affaires. Pourquoi finalement faire un master en droit des affaires et pas dans une autre matière? Alors, on a un petit avantage quand on dirige un master en droit des affaires, c'est que c'est vrai qu'on peut citer deux avantages principaux de faire ce choix. Cet avantage, c'est d'un côté les débouchés et de l'autre côté, le niveau éventuel de rémunération. Alors, non pas que pour moi ce soit quelque chose d'essentiel, mais pour certaines personnes, ça l'est, ce niveau de rémunération, mais je comprends tout de même que pour un certain nombre d'étudiants euh, qui se projettent dans l'avenir, ce soit des éléments essentiels à prendre en compte, les débouchés et bien entendu le niveau de rémunération qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'en droit des affaires, ici, on possède un avantage, j'allais dire, stratégique, puisque vous avez des études statistiques qui sont faites, qui sont publiées dans les journaux économiques, dans les Échos, la Tribune, etc., où on vous donne un comparatif, par exemple, des rémunérations des avocats en droit des affaires et des avocats dans d'autres matières. Et vous le savez, on ne va pas parler que des avocats, mais on en parlera, et Maître Duprat vous en parlera. Vous avez beaucoup d'avocats qui aujourd'hui gagnent pas correctement leur vie, qui ne touchent même pas le salaire minimum, etc. Quand on regarde ces statistiques publiées par certains journaux spécialisés, on s'aperçoit que oui, en droit des affaires, les rémunérations sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Maintenant, il faut être aussi aux étudiants. Il suffit pas de dire, je fais un master en droit des affaires et je vais très bien gagner ma vie plus tard. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que effectivement, pour très bien gagner sa vie, on peut simplement bien gagner sa vie. Tout dépendra de votre niveau, de votre investissement dans la profession, etc., quelle qu'elle soit. Et les choses ne sont pas si simples que ça. Donc voilà, c'est pas un sésame, c'est pas ça n'a rien de magique, le droit des affaires. Oui, vous pourrez bien vous en tirer professionnellement plus tard si vous travaillez bien, sérieusement. Voilà. Donc ça, c'est un avantage par rapport à d'autres spécialités où il y a peut-être moins de débouchés, on y reviendra après. C'est important quand même de le signaler tout de suite parce que j'ai des anciens étudiants qui ont fait d'autres matières, qui sont partis ailleurs et qui, quelques années plus tard, se disent ça fonctionne pas très bien, je voudrais me réorienter. Vous pouvez pas claquer des doigts et vous réorienter en droit des affaires. Quand vous êtes avocat, vous pouvez pas claquer des doigts en disant je vais marquer droit des affaires sur ma plaque, alors déjà vous n'avez pas le droit, mais alors que vous en avez jamais fait, vous n'avez pas la formation nécessaire. Ça veut dire que les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, ce sont des décisions vraiment importantes pour votre avenir. Ce qui fait que je comprends que pour les étudiants, ce soit compliqué aujourd'hui. Il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte pour la sélection master. Et vous devez prendre en compte ce qui vous plaît aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire, mais vous devez absolument vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans, en vous disant, mais avec la formation que je choisis, quel débouché réel, véritable débouché, j'aurai, et quel métier je pourrais exercer ou pas euh, avec mon diplôme. Et ça, c'est une vraie question, c'est le plus compliqué à appréhender, à regarder par rapport à votre niveau, par rapport à ce que vous souhaitez faire, etc. Et donc ici, il faut faire jouer aussi un petit peu sa raison et trouver finalement une sorte de compromis entre ce qu'on aime et et les débouchés plus tard, ce qu'on fera réellement plus tard.
Voilà. Et c'est vrai que parfois le réveil il est un peu douloureux pour certains étudiants quand ils découvrent que non, le métier de profiler n'existe pas en France, et puis même à l'étranger, il n'y en a pratiquement pas. Donc non, ils pourront pas devenir profiler plus tard. Ça restera un petit plaisir à regarder dans les séries, etc. Voilà. Mais ça se limitera à ça. Ce sera pas un débouché professionnel. Voilà, donc maintenant on va aller un petit peu plus loin dans la présentation du master ingénierie juridique et financière des sociétés. Et bien ce diplôme, il a été créé il y a plus d'une dizaine d'années, maintenant il y a 12 ou 13 ans, je ne sais plus exactement, par le professeur Bernard Saint-Ourens et par le bâtonnier Philippe Duprat. Et je pense que pour vous présenter l'historique, ce qui a été recherché à travers ce diplôme, le mieux est de passer la parole à Maître Duprat, qui va vous expliquer tout ça, l'histoire du diplôme et ce qui est recherché. Merci Philippe. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je m'associe bien entendu à l'ensemble des remerciements qui ont été présentés par Philippe à la collectivité et à l'université. Et je vais simplement vous dire quelques mots sur l'histoire de ce diplôme. Il a été créé en 2009. Alors ça commence à faire puisque ça fait 14 ans. Et en 2009, Bernard Saint-Ourens, le professeur Bernard Saint-Ourens était responsable au sein de l'université de Bordeaux de tout ce qui était droit commercial, droit des affaires. Il avait des responsabilités administratives. Et en ce qui me concerne, j'étais bâtonnier en exercice du barreau de Bordeaux. Et nous avions décidé d'essayer de présenter à la fois à l'université et au barreau un projet commun et qui reposait sur trois idées assez simples. La première, nous voulions mettre un terme autant que possible à la séparation qui pouvait exister entre d'un côté les universitaires théoriciens du droit et de l'autre côté les avocats praticiens du droit. Et notre idée sur ce point était extrêmement simple. On a besoin des uns des autres. Les universitaires qui enseignent le droit et la méthode et qui enseignent le droit positif, mais également les praticiens qui appliquent concrètement le droit, qui rencontrent des problématiques que les universitaires parfois ne connaissent pas, voire ne maîtrisent pas. Et de cette constatation, on a voulu faire un atout et on a voulu construire une formation commune autour de ce rapprochement qui nous paraissait absolument essentiel. Alors pour vous en donner la mesure, moi j'appartiens, parce que je suis quand même le plus âgé de l'équipe, si j'ose dire, à une génération où il n'était pas question que l'on nous parle en droit des sociétés du pacte d'associés. Ça n'existait pas à l'époque quand j'ai fait mes études, et tout simplement parce que la pratique ne l'avait pas encore inventé. Et la pratique l'ayant inventée, l'université s'est emparée de ces problématiques, elle a réfléchi, elle a organisé des cours, des conférences, des publications. Et c'est un exemple pris parmi d'autres qui démontre de manière très simple que l'on travaille ensemble, qu'on a besoin les uns les autres et que l'on s'enrichit mutuellement. Donc ça, c'était le premier objectif que nous poursuivions. Le deuxième objectif, c'était de construire un enseignement qui sorte un peu de l'ordinaire. À l'époque, parce qu'il faut se remettre 14 ans ou 15 ans en arrière, l'enseignement universitaire faisait appel essentiellement à du personnel universitaire. Alors, il y avait quelques personnalités extérieures qui enseignaient déjà, mais ce n'était pas très à la mode. Aujourd'hui, on peut considérer que l'université ne remplirait pas totalement sa mission si les personnalités extérieures n'intervenaient pas dans les cursus d'enseignement. Mais c'était relativement restreint, c'était relativement nouveau il y a 15 ans. Donc on a essayé de promouvoir ce processus, ce procédé d'enseignement, et ça nous a mené à construire un diplôme où la part des enseignants universitaires était équivalente à la part des enseignants professionnels. Et il y avait un mixte qui reposait grosso modo sur une proportion qui était à peu près égalitaire. Proportion que l'on retrouve aujourd'hui, que l'on maintient. Alors, quelquefois, c'est un peu en faveur des universitaires, quelquefois, c'est un peu en la faveur des professionnels, mais l'idée, c'est un enseignement mixte quant aux origines de ceux qui enseignent. Alors, les universitaires, mais ça rentre dans leur cursus, leurs obligations administratives et légales. Les professionnels, c'est en sus et en marge de leur activité professionnelle. Raison pour laquelle, et c'est la troisième caractéristique de ce diplôme, nous l'avons organisé autour de l'idée selon laquelle
il n'était peut-être pas totalement incongru de penser qu'un diplôme puisse être construit en faveur de la formation professionnelle obligatoire de ceux qui, par ailleurs, sont astreints à ce type d'obligation. Alors, ça visait essentiellement les avocats à l'époque, mais on a eu des professionnels qui se sont inscrits, tels que des experts comptables, des notaires, des juristes de banque, des gens travaillant dans des sociétés de conseil diverses et variées, qui, en suivant le cursus, ont satisfait à leurs obligations professionnelles. Et puis petit à petit, ces trois objectifs mis en tête du diplôme ayant été atteints, on s'est aperçu avec le temps qui a passé, donc 15 ans après, aujourd'hui, que c'est un modèle qui non seulement était bien dimensionné, qui correspondait à un véritable besoin, qui correspondait à de véritables objectifs et qui, globalement, est aujourd'hui repris dans beaucoup de formations. Alors, il nous restait à trouver un thème particulier pour justifier de l'originalité de ce diplôme, parce que Philippe vous a parlé du droit des affaires, et vous savez que le droit des affaires, c'est extrêmement vaste. Ça va des effets de commerce aux sociétés cotées, en passant par les sociétés commerciales, le droit bancaire, le droit du crédit, le droit du surendettement par certains aspects, le droit de la concurrence, de la distribution. Donc, le droit des affaires en tant que tel ne signifie pas grand-chose. Il fallait donc que l'on trouve une orientation, une spécificité. Et on s'est dit que pour être aussi attractif que possible, on allait construire un diplôme autour d'une thématique dont on prendrait les prémices au début de l'enseignement pour arriver en fin d'enseignement à la réalisation du produit fini. Et c'est comme ça que l'on a eu l'idée de construire notre diplôme autour de l'ingénierie juridique et financière des sociétés, en prenant comme matrice de l'enseignement la transmission d'entreprise. Ce qui nous a permis de construire un enseignement avec toutes les phases aussi nombreuses que l'on peut les imaginer, du processus de transmission d'entreprise, essentiellement par la transmission de titres sociaux. Et chaque intervenant devant se spécialiser dans un aspect particulier de ce processus, en démontrant à chaque fois et toute fois que c'était nécessaire qu'il faut appréhender les choses comme elles se font dans la pratique, c'est-à-dire de manière transversale. On ne peut pas rester cloisonné, on ne peut pas rester sur son segment de spécialité. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est même assez dangereux de ne pas voir ce qui se passe en amont ou en aval. Donc on a essayé de construire ce diplôme sur ces bases-là, ce qui vous explique aujourd'hui le découpage de la plaquette que Philippe va vous présenter dans un moment et qui est à disposition sur le site de l'université, qui vous donne donc la vision complète de ce qu'est concrètement ce diplôme. Alors après, il y avait des difficultés techniques que dans le temps on a réglées, des difficultés relatives par exemple au placement des cours sur la journée. Ben, on s'est orienté vers l'idée que c'était plutôt au cours du soir, ce qui était très novateur à l'époque, ce qui aujourd'hui est d'une rare banalité. On a imaginé également que ces cours ne donnaient pas nécessairement lieu à un contrôle des connaissances classiques comme on le faisait dans l'université, et on a réservé une part non négligeable au rapport de stage, qui est le compte rendu d'une activité que vous aurez, si vous choisissez de vous inscrire dans ce diplôme, à remplir, et vous aurez à justifier de travaux qui ne seront pas strictement, au sens où on l'entend habituellement, universitaire. Alors, quel premier bilan tiré au bout de 15 ans? Bien, d'abord que l'idée était bonne, parce que si elle avait été mauvaise, elle n'aurait pas été maintenue. Ensuite, elle est performante parce qu'au départ, nous avions des candidats qui étaient du secteur professionnel réservé aux avocats. Aujourd'hui, ce sont tous les secteurs professionnels qui sont concernés et qui nous contactent, donc des experts comptables, des candidats au notariat, des candidats aux juristes de banque, aux sociétés de conseil, à des sociétés d'analystes. Donc, ce n'est pas spécifiquement, loin de là, réservé aux avocats. On a également fait le constat que si au départ, nous avions, si j'ose dire, entre guillemets, une clientèle bordelot-bordelaise, aujourd'hui, elle est très largement étendue à toute la France. Alors ça, c'est
Une des conséquences de l'intégration de ce diplôme dans le parcours universitaire général, puisqu'il est à part entière sur Parcoursup, et donc nous avons des candidats qui arrivent d'universités qui ne sont pas celles de Bordeaux. Et puis au-delà des universités françaises et des étudiants français stricto sensu qui sont intéressés et concernés par ce diplôme, on a des candidats qui arrivent de l'étranger. Alors, parce que ils veulent faire leurs études en France, parce qu'ils ressortissent à des traditions de l'université bordelaise qui a des liens avec notamment les territoires d'outre-mer, mais aussi avec l'Afrique du Nord. Et on a des gens qui arrivent, je crois que cette année, on a une étudiante qui est moldave, donc qui arrive des pays de l'Est, et qui sont donc très intéressés, les uns et les autres, par cette formation. Et puis, quand vous êtes diplômé de cette formation, ça ouvre vraiment des portes sur le plan professionnel. Ça permet de marquer l'originalité d'un CV. Ça permet d'être attractif pour ceux qui cherchent à employer et à recruter. Ça permet d'avoir une carte de visite universitaire qui est de bonne qualité. Et ça ouvre incontestablement des portes. Alors, encore une fois, je suis avocat, j'ai passé ma vie d'avocat et à l'université à faire du droit des affaires, mais ça n'est pas réservé aux avocats, c'est pas une filière spécifique aux avocats, c'est une filière qui est spécifique à ceux qui s'intéressent de manière dynamique et transversale au droit des affaires et à la pratique quotidienne du droit des affaires tel qu'il se présente dans les cabinets. Alors, une petite restriction, il faut être réaliste dans tout ce que l'on fait, que vous deveniez avocat ou que vous deveniez expert comptable, notaire, vous ne serez pas le notaire de la succession Picasso tous les jours, vous ne serez pas l'avocat des sociétés 40 tous les jours et vous ne serez pas l'expert comptable d'Airbus tous les jours. Donc, vous aurez des dossiers qui sont de qualité ou de quantité apparemment inférieure. Ça demeure que ce sont des dossiers qui sont extrêmement intéressants, qui correspondent à la réalité de ce que sont nos entreprises en France. Et donc là, vous avez effectivement un panel d'interventions et d'activités, donc de ressources humaines et de ressources financières à explorer, qui est quasiment infini. Ça suppose, et j'en termine par là, comme vous l'a dit Philippe, un, de travailler, deux, d'être compétent. J'ajoute avec ma casquette d'ancien bâtonnier, donc de responsable d'ancien responsable de la profession, qu'il faut ajouter le critère de l'honnêteté, qui n'est pas négligeable, et qui recoupe les deux précédents, parce que l'honnêteté, ce n'est jamais rien d'autre que faire de manière transversale et compétente ce qui est permis. En tout cas ce qui n'est pas interdit. Et c'est ce que l'on essaye très modestement dans ce diplôme, avec des gens qui s'entendent bien, de bonne volonté, qui n'établissent pas de différence entre l'université et la profession, et c'est vrai dans les deux camps, si j'ose dire, dans les deux côtés. C'est ce que nous essayons de faire au bénéfice des étudiants que vous êtes, parce qu'en réalité, si on a fait tout ça, c'est pour vous, c'est pour les étudiants, et c'est pour leur apporter un plus. On a la modestie ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais de penser que l'on n'a pas trop mal réussi, puisqu'encore une fois, sur 15 ans, c'est quelque chose qui s'est créé, développé, qui se maintient et qui chaque année s'enrichit grâce notamment, alors je tiens à le dire, à l'implication qui a été celle du professeur Bernard Saint-Ouen, qui est maintenant professeur émérite, mais aussi maintenant et surtout grâce au travail et à l'implication du professeur Rémy, qui, sur le plan universitaire, est l'interlocuteur privilégié de ce diplôme et qui est le seul habilité, je le dis très clairement, à répondre à des questions que vous allez peut-être vous poser, qui sont des questions d'ordre technico-administrativo-universitaire, dont je dis que j'ai essayé de les aborder. Alors, je peux en résoudre quelques-unes, mais pour l'essentiel, elles m'échappent parce que c'est s'occuper des étudiants de ce point de vue-là, c'est un métier, c'est une activité, et il faut féliciter le professeur Rémy dans ce diplôme de la remplir parfaitement, de telle sorte que c'est grâce à lui que ce diplôme aujourd'hui à l'université vit et se développe. Voilà. Donc, moi, je serais heureux de vous accueillir pour tous ceux qui voudront postuler et surtout pour tous ceux que nous sélectionnerons le moment venu.
Voilà, grosso modo ce que j'avais à vous dire, sans être trop long, et je rends bien évidemment la parole à Philippe pour qu'il complète cette présentation et qu'il rentre au niveau du détail du contenu de ce diplôme qui fait appel à des connaissances que vous êtes quand même supposé un peu maîtriser pour avoir déjà fait un parcours général de droit des affaires. Voilà, Philippe, ce que j'avais à dire et je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour toutes les questions que vous pourriez poser qui auraient un caractère peut-être un peu plus professionnel qu'universitaire. Merci beaucoup, Philippe. Donc, comme vous vous en êtes tous rendu compte, nous sommes donc deux co-directeurs, un universitaire et un professionnel, et vous comprenez pourquoi, effectivement, parce qu'il y a une complémentarité évidente entre les compétences de l'un et de l'autre, et Philippe apporte des choses aux différentes promotions que je ne serais pas capable d'apporter, et je m'occupe moi notamment des aspects administratifs. C'est vrai que si vous avez besoin de renseignements, c'est peut-être davantage dans un premier temps vers moi que vous retournerez, mais vous pourrez aussi contacter mes ouais, qui vous répondra avec plaisir, notamment sur certains débouchés, sur la profession d'avocat, où il a sans doute plus de choses à dire que moi. Alors, on va continuer cette présentation. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être quelques mots concernant l'intitulé du diplôme, c'est-à-dire la définition, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie juridique et financière des sociétés? Ce sont des termes qui font un petit peu peur parfois aux étudiants en licence 1 en disant qu'est-ce que c'est? Et les étudiants préfèrent finalement des intitulés de master beaucoup plus simples, ils ont l'impression d'être rassurés. Et là, ingénierie juridique et financière des sociétés, ça fait un petit peu peur. Alors ça fait un petit peu peur, c'est vrai qu'on aurait pu appeler ça autrement, on aurait pu appeler ça master droit des sociétés, mais c'était sans doute un peu trop vague. Il y a d'autres appellations de diplômes plus ou moins équivalents qui existent en France, où on va vous parler de master spécialisant en M&A, pour utiliser donc les termes anglo-saxons, où on va vous parler de FUSAC, de fusion-acquisition. Mais c'est quand même, donc tout cela est vrai, c'est des choses qu'on étudie dans le cadre du diplôme, mais je pense que c'est tout de même aussi un peu plus large, et c'est pour ça que les termes ingénierie juridique et financière des sociétés qui a été choisis à l'origine sont, à mon avis, toujours totalement pertinents aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça comprend? En fait, c'est un diplôme dans lequel on va se spécialiser et apprendre tout ce qui est relatif aux opérations de constitution, de fonctionnement, tout ce qui est relatif au fonctionnement des sociétés et aussi et surtout au développement économique et financier des sociétés. Et tout cela inclut beaucoup de choses. Donc, je peux faire une petite liste qui ne sera pas du tout exhaustive. Ça commence bien entendu par tout ce qui va être création de société, et là il y a beaucoup de questions à se poser. Quelle forme sociale on va choisir, quelle relation on veut entre les associés, donc qu'est-ce qu'on va mettre dans les statuts ou hors des statuts, qu'est-ce qu'on veut comme statut social et fiscal pour le dirigeant, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent lors de la création de la société. Et ensuite, l'axe principal du diplôme, c'est sans doute sur le fait de réaliser des cessions d'entreprise, des rachats d'entreprise. Et donc, vous avez beaucoup de choses en relation avec ces cessions de contrôle d'entreprise. Ce sont des opérations très complexes et qui s'étendent dans la durée, puisqu'en fait, même si ça correspond à un contrat de vente, quand on fait une cession d'entreprise, en amont, on réalise ce qu'on appelle des audits pré-acquisition. Donc, on se renseigne effectivement sur la société qu'on souhaite racheter et on essaye d'en savoir un maximum dessus. Tout cela prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'opérations dans ces audits pré-acquisition. Ensuite, quand on rachète une entreprise, eh bien, se pose la question forcément du financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer ce rachat? Voilà. Et également, qui va racheter l'entreprise en question? Est-ce que ce sont des investisseurs classiques? Est-ce que c'est une autre entreprise? Est-ce qu'on a recours au capital investissement avec des opérations dont vous avez entendu parler, comme le LBO, le leverage buyout? Voilà. Donc, beaucoup de choses très intéressantes qui sont développées en cours. Ça inclut nécessairement les opérations qui sont peut-être les plus connues, les opérations de restructuration de croissance externe, c'est-à-dire les fusions, et puis en même temps le régime des scissions partielles d'actifs. Donc, toutes ces questions sont également abordées. Il y a encore beaucoup de choses à citer. Les opérations de haut bilan, en fait, les financements un peu particuliers qui vont être mis à disposition quand on a recours à une société, les opérations sur capital, les émissions d'obligations, de valeurs mobilières complexes, les comptes courants d'associés, donc tout cela fait l'objet d'études approfondies dans le cadre du diplôme. On se pose d'autres questions nécessairement, comme les groupes de sociétés, comment est-ce que ça fonctionne, quand on a recours à une filiale, à une holding, comment est-ce qu'on fait.
Et puis également, c'est important aujourd'hui, ben, les opérations internationales, parce que bon, il y a beaucoup d'opérations qui se passent uniquement en France, et vous avez des opérations internationales qui vont faire intervenir d'autres acteurs, etc., étrangers. Donc ces opérations internationales sont également étudiées dans le cadre du diplôme. Et puis, il y a aussi, c'est important, ben, des opérations euh, qui font peut-être un peu moins rêver, mais qui sont absolument essentielles dans la vie d'une société. Il faut savoir gérer les assemblées générales, s'occuper d'une approbation des comptes, informer les associés des différentes opérations. Voilà, ça, c'est des choses, c'est le quotidien de la vie de la société, et ça aussi, ce sont des choses que l'on doit gérer. On est juriste dans cette matière. Et bien entendu, tout ce qui est fiscalité autour de toutes ces opérations, il faut pouvoir gérer la fiscalité de ces opérations. Donc, vous voyez que finalement, derrière ces mots un petit peu étranges, il y a énormément d'activités qui sont là, beaucoup d'activités, beaucoup d'argent qui est en jeu. Alors, c'est toujours intéressant pour les juristes. Quand vous avez beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a une part qui peut être réservée aux juristes quand il est de qualité. Mais maintenant, je vous dirais aussi que il faut comprendre que c'est un master qui fait une place importante à la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement d'être spécialiste en droit des sociétés, pas du tout. Pourquoi? Parce que toutes les opérations dont je viens de vous parler font intervenir des professionnels qui ne sont pas des juristes, des experts comptables, des auditeurs, des analystes financiers notamment. Donc, ces autres professionnels interviennent et quand on monte une de ces opérations, eh bien, il faut composer avec ces autres professionnels. Et ça veut dire que le juriste doit comprendre le langage, les motivations, ce que recherchent ces autres professionnels. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance des aspects financiers, des aspects comptables de l'entreprise. Et c'est pour ça que bah, vous aurez des cours de comptabilité, des cours d'évaluation des entreprises, etc. L'objectif, c'est pas de devenir l'expert comptable de l'entreprise, quoique certains se sont orientés vers cette voie, ou d'aller soi-même évaluer les entreprises, mais de comprendre comment tout cela fonctionne afin de traduire ça par la suite en termes juridiques. Et puis d'autres disciplines, pas que du droit des sociétés, ou également d'un point de vue strictement juridique. Le bon juriste, alors il faut savoir se spécialiser, mais le bon juriste est également un généraliste. Et en fait, dans cette matière qui a l'air hyper spécialisée, on a besoin de maîtriser d'autres droits, parce que voilà, le juriste se doit d'être aujourd'hui complet. Alors bien entendu, avant tout, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit commun des contrats, le droit des contrats spéciaux, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Je dis souvent à mes étudiants que bah, le droit des affaires, c'est du droit des contrats appliqués, et c'est sans doute là qu'on se sert le plus du droit des obligations. Mais d'autres droits, le droit du financement, le droit des sûretés, l'aspect financement est essentiel dans la matière. Alors le droit fiscal, on en a parlé, c'est évident. Des connaissances aussi en droit des entreprises en difficulté, il y a des transmissions d'entreprises qui se font dans le cadre des procédures collectives. Et puis des droits, on pourrait se dire que le rapport est plus lointain alors qu'en fait il est vraiment étroit. Je pense notamment au droit patrimonial de la famille. Il est absolument essentiel de comprendre les enjeux, effectivement, bah, d'une transmission de l'entreprise dans le cadre d'une succession, de connaître le régime matrimonial qui va influencer fortement la transmission d'une entreprise. Voilà, c'est des choses qu'il faut absolument maîtriser. Et puis également, parfois, certains aspects du droit social ou du droit pénal, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas que du droit des sociétés, on est obligé d'avoir un regard aiguisé sur d'autres domaines du droit. C'est vraiment quelque chose de très important. Et au final, le diplôme, la formation, elle a quel objectif? Eh bien, c'est de former des professionnels qui, d'un côté, auront pour première mission d'assurer la sécurité juridique des opérations. Ce sont des opérations complexes, donc il faut que l'opération soit sécurisée et il faut être capable d'anticiper les risques futurs qui vont varier d'une opération à une autre. Et de l'autre côté, il faut aussi savoir faire preuve un peu d'imagination financière et juridique. C'est-à-dire que il faut être capable d'être flexible. Et vous avez des professionnels de la finance, du chiffre, etc., qui veulent réaliser tel type d'opération. Et c'est aux juristes de trouver comment traduire euh, cette recherche en termes purement juridiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment bon juriste. Il y a besoin de ça, de très bien maîtriser le droit, bien entendu, mais en même temps de faire preuve d'inventivité dans certains cas. Parce que finalement, il n'y a pas deux affaires qui se ressemblent totalement. Bien entendu, il y a des choses qui sont classiques, qu'on refait, mais chaque entreprise a sa spécificité et ça se traduit dans les actes juridiques que l'on va prendre dans le cadre de la gestion de ces entreprises. Donc c'est souvent du sur-mesure et ça en fait un métier finalement très intéressant. Donc voilà pour une petite présentation. Alors forcément,
partielle de ce qu'est l'ingénierie juridique et financière des sociétés. Maintenant, quelques mots là aussi rapides sur les principaux débouchés du diplôme. Alors, on en a parlé, Maître Duprat vous en a parlé. Bien entendu, les cabinets d'avocats, on a eu des très bons résultats au dernier concours, même si tous les étudiants ne partent pas dans l'avocature, très loin de là. Cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de cabinets qui sont aussi spécialisés en droit des sociétés, en structuration, en ingénierie juridique et financière des sociétés. Il y en a. Ensuite, ça n'est pas tout, puisque vous avez effectivement des cabinets d'expertise comptable qui travaillent eux aussi sur l'ingénierie juridique et financière des sociétés. Alors, si ce n'est qu'ils le font, voilà, ce sont les métiers du chiffre. Mais simplement, ils passent les mêmes actes. Et ils se sont rendus compte depuis un certain nombre d'années que même si les experts comptables ont des connaissances en droit, ils ont besoin en fait de juristes expérimentés en la matière, parce que s'ils commettent une erreur dans la rédaction d'actes, parce que même s'ils connaissent le droit, ils ne sont pas juristes, ça peut leur coûter très très cher. Et c'est pour ça que de plus en plus se développe le recrutement de juristes dans ces cabinets d'expertise comptable. Honnêtement, c'est un débouché très important par rapport au diplôme. Cabinet d'expertise comptable, mais aussi cabinet d'audit, où on a eu plusieurs étudiants qui sont partis en cabinet d'audit. Bien entendu, et là aussi c'est un débouché important, les directions juridiques et financières des entreprises, voilà, pour gérer l'aspect corporate au sein d'une entreprise importante, mais pas seulement, et aussi gérer d'autres contrats internes euh, à l'entreprise ou au groupe de sociétés. Donc ça, c'est quelque chose qui présente aussi beaucoup de débouchés. Des débouchés plus spécifiques au diplôme, par exemple, il existe des structures de financement participatif dont vous avez entendu parler parce que c'est très à la mode. Voilà, ils ont besoin de juristes forcément pour réaliser ces activités. Les fonds d'investissement aussi. Les fonds d'investissement, voilà, il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont investir dans un certain nombre d'entreprises. Eh bien, ces fonds d'investissement ont également besoin de juristes pour réaliser ces opérations. Et puis beaucoup d'autres déboucheurs, je ne peux pas tous les citer ici, mais je parlerai encore des banques. Alors, vous connaissez tous le monopole bancaire, mais il faut savoir que l'ingénierie juridique et financière des sociétés est une activité connexe en matière bancaire. Et que les banques, dans certaines opérations, je pense notamment au LBO et tout ce qui va être capital investissement, dans certaines opérations, les banques ont un rôle essentiel et pour tout ce qui concerne les financements structurés, etc., ont un rôle essentiel et il existe donc au sein des banques des juristes spécialisés dans ces questions. Voilà, donc une rapide présentation des débouchés, encore une fois, il y a d'autres choses, parce que finalement, après, chaque étudiant vit sa vie et certains se spécialisent dans d'autres domaines juridiques aussi, c'est possible, et heureusement. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que vraiment, on est dans une matière où on peut travailler sans avoir le diplôme d'avocat. Voilà, il y a des matières en droit où soit vous devenez avocat, et si vous n'êtes pas avocat, il y a peut-être un ou deux concours derrière, et puis après, peut-être pas grand-chose. Tandis que là, on est vraiment dans une matière avec de nombreux débouchés au sein des entreprises, ce qui fait que les étudiants, en majorité, ne veulent pas devenir avocats. Il y a une petite partie des étudiants qui varie chaque année, ça varie vraiment selon les promotions, mais vous avez une petite partie des étudiants qui décident de passer le concours et les autres, non, trouvent du travail en dehors de la profession d'avocat. Donc, vous avez des profils très différents concernant les besoins, les envies, les projets des, euh, des étudiants. Ça, c'est important donc de le préciser. Alors, Euh, je peux juste, peut-être poser une petite question qui m'a été posée à plusieurs reprises par des étudiants, donc je me permets d'anticiper. C'est la question de savoir si finalement le diplôme n'est pas trop spécialisé. Alors non, il n'est pas trop spécialisé, et encore une fois, ça rejoint l'idée que les termes ingénierie juridique et financière des sociétés pourraient faire peur. Non, le diplôme n'est pas trop spécialisé pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est qu'en Master 1, il faut que vous compreniez qu'à Bordeaux, on a au moins 7 masters en droit des affaires, je crois, et que tous les étudiants en droit des affaires sont regroupés en amphi, et donc vous avez finalement un Master 1 qui est commun à tous les étudiants en droit des affaires. Alors, bien entendu, chaque parcours a des matières spécifiques, donc tout le monde n'a pas les mêmes matières en TD ou petites matières, mais globalement, ça ressemble à une EL3, c'est-à-dire qu'on est en amphi et on étudie plusieurs matières de droit des affaires. Donc, on n'est pas encore spécialisé à ce moment-là. Donc ça, il faut le dire tout de suite. Et c'est en M2 que véritablement, comme pour tous les masters, on aura une spécialisation. Et il faut que vous compreniez que c'est honnêtement une bonne chose d'avoir un master 2 qui est spécialisé. Parce que si vous avez un master 2 qui est généraliste, ou c'est finalement un master 1 bis, c'est pas quelque chose qui va plaire aux professionnels.
Les professionnels, ils attendent vraiment du Master 2 une spécialisation, un pied, voire deux pieds dans l'entreprise, et c'est ça qui leur plaît. Même si finalement, vous ferez peut-être autre chose au sein de certaines entreprises. Voilà. Voilà. Ils ont vraiment envie d'avoir des masters spécialisés en lien avec la vie des entreprises. Et alors, ils reprochent souvent à la faculté, à tort, à mon avis, hein, mais bon, c'est une réalité d'être un peu trop la tête dans les nuages. Mais justement, le Master 2, c'est le moment où on voit des choses extrêmement précises et où on rencontre totalement la pratique et dans les enseignements et dans l'activité professionnelle. On va y revenir après. Alors, quelques précisions justement par rapport à la formation. Quand vous intégrez le Master 1, ingénierie juridique et financière des sociétés, ben, je vous l'ai dit, formation tronc commun avec les autres masters en droit des affaires, mais tout de même des spécificités, notamment en matière fondamentale, vous avez du droit fiscal sur les 2 semestres. Et ensuite, vous avez comme autre matière fondamentale ben, le droit spécial des sociétés au premier semestre et les procédures collectives au second semestre. Ensuite, la formation en Master 2, elle, est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus ciblée sur les problèmes d'ingénierie juridique et financière des sociétés. C'est vraiment un master 2 professionnalisant et c'est pas juste un terme qu'on a ajouté pour faire bien et pour attirer les étudiants. Pas du tout. Cet aspect professionnalisant, on peut le vérifier finalement à 2 niveaux. Alors tout d'abord, au niveau des cours, on a depuis maintenant 2 ans modifié la maquette du diplôme pour passer de 200 heures à 300 heures. Voilà, pour étoffer le diplôme. Et si initialement, il y a 10-15 ans, on était sur moitié d'intervenants universitaires, moitié d'intervenants professionnels, aujourd'hui, je pense qu'avec cette augmentation du nombre d'heures de cours, on est à 2 tiers des cours qui sont assurés par des professionnels. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a rajouté des matières, des points qui sont extrêmement précis, et dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement avoir recours à un spécialiste reconnu de la question précise. Et voilà, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment beaucoup de professionnels qui interviennent, qui sont à chaque fois des spécialistes des questions sur lesquelles ils interviennent. Et ici, alors Philippe l'a déjà fait, mais je voudrais à nouveau ici ben, remercier tous ces professionnels qui interviennent parce que très honnêtement, ils interviennent, mais pour eux, c'est à la limite du bénévolat. Comme ce sont d'excellents professionnels, ben, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre, et tout cas, loin de là. Ils sont même particulièrement occupés, donc ils arrivent à dégager du temps pour intervenir auprès de nos étudiants, et c'est vraiment très gentil à eux. Voilà, donc ils le font vraiment avec cette idée qu'ils ont une sorte de devoir d'aller former ben, les jeunes étudiants et les futurs professionnels et d'intervenir. Et le diplôme fonctionne vraiment grâce à eux et il faut vraiment les remercier pour leur implication, qui est vraiment essentielle. Alors, ça, c'est le premier aspect professionnalisant, c'est effectivement un nombre très important, à mon avis, 2 tiers aujourd'hui des intervenants qui sont des professionnels et des professionnels reconnus. Ensuite, le deuxième point, ben, Maître Duprat vous l'a expliqué, c'est l'historique même du diplôme qui fait que celui-ci a toujours eu un caractère professionnel. Pendant ces premières années, on ne formait que des professionnels, avocats, experts comptables ou autres, etc. Voilà. C'était ce qu'on a fait pendant les premières années. Et puis, on a formé énormément de monde sur Bordeaux, donc il y avait peut-être moins de candidats. Et puis, la faculté nous a dit, bah, votre diplôme, il marche bien, maintenant, il faut l'ouvrir aux étudiants classiques. Et bah, le diplôme a fait sa mue, est devenu un master, j'allais dire, classique, accueillant donc des étudiants bah, désormais qui sortent de L3, qui vont rentrer en M1. Mais malgré cela, on a décidé de conserver bah, certaines habitudes de travail qui existaient dès le départ. Et notamment le fait que les cours ont lieu en fin de journée de 17 heures à 20 heures. Ça a toujours permis aux étudiants d'être en entreprise toute la journée et à la fin de la journée de venir en cours. Et quel est l'intérêt? C'est que bah, à la fin de l'année, au lieu de dire j'ai fait un stage de 2 ou 3 mois l'été, j'ai peut-être pas fait grand-chose parce que c'est en fin d'année, c'est l'été. Non, j'ai été en entreprise toute l'année et ça change beaucoup de choses honnêtement sur votre CV. Ça change énormément de choses. Voilà. Ça nous permet aussi d'avoir recours à l'apprentissage. Donc, on a des contrats de professionnalisation. Alors, on a décidé de ne pas en faire une obligation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants, on a 15-20 chaque année qui sont en apprentissage, en contrat de professionnalisation. Mais ça n'est pas une obligation. Pourquoi? Bah, parce qu'on laisse ici aussi une certaine flexibilité aux étudiants. Je vous l'ai dit, certains veulent devenir avocats et d'autres pas du tout. Il y en a certains qui veulent être avocats, qui veulent passer le concours, le CRFPA, eh bien, enfin l'examen, pas le concours, l'examen au mois de septembre. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils choisissent, par exemple, de faire un stage de septembre jusqu'à décembre en entreprise, en cabinet d'avocat. Et à partir de janvier ou de février, eh bien,
ils vont au cours du soir de 17h à 20h et ils suivent une prépa pour arriver totalement prêts euh, pour l'examen du mois de septembre. Et c'est quelque chose qui a toujours beaucoup plu aux étudiants, le fait qu'ils aient ce choix, et c'est quelque chose qu'on a maintenu. Donc chaque année, on a un certain nombre d'étudiants qui préfèrent suivre ce rythme-là pour préparer au mieux, dans les meilleures conditions, l'examen du mois de septembre. Voilà. Et puis, on peut aussi parfois avoir un ou deux étudiants qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire plus tard, et c'est compréhensible, et qui préfèrent justement multiplier les stages et les expériences professionnelles toute l'année en cabinet d'expertise comptable, d'avocat ou ailleurs en entreprise, pour voir ce qui les intéresse. Voilà. Donc, ils profitent finalement du format ici du diplôme afin de multiplier ces expériences professionnelles. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Eh bien, on va parler maintenant de ce qui est le plus délicat pour vous, c'est la question de la sélection master. Alors, un petit mot rapidement, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont s'interroger par rapport à la sélection en master 2. La sélection désormais se fait en master 1 et quand on rentre en master 1, on va directement en master 2. Pas de problème. Mais sur la sélection master 2, il faut savoir que vous avez parfois d'autres personnes qui veulent intégrer directement le master 2. Alors, c'est quelque chose qui est possible, même si le nombre de bénéficiaires est forcément un petit peu limité. C'est quelque chose qui est possible, alors qu'il se passe sur nos plateformes. Je crois que ça n'est pas mon master, si ça n'a pas changé, c'est sur la plateforme Apoflux, si ça n'a pas changé. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des étudiants d'autres facultés qui finalement ont déjà un master 1 ou un master 2 et qui voudraient intégrer le master 2 ingénierie juridique et financière des sociétés. Donc, on a des demandes en ce sens, d'étudiants d'autres facultés. Des étudiants déjà titulaires d'un master 2 qui veulent suivre la formation pour se perfectionner, acquérir de nouvelles compétences. Et donc là aussi, on a des demandes. On a aussi des demandes de la part de professionnels qui, dans le cadre de la formation professionnelle, peuvent demander à intégrer le diplôme. Donc, on a notamment cette année deux avocats qui font partie de la promotion et on en a régulièrement. Et ça peut être ouvert à d'autres professionnels, experts comptables qu'on a déjà eu aussi par le passé, par exemple. On accueille aussi des élèves avocats qui, dans le cadre de leur PPI, eh bien, peuvent choisir de faire un diplôme supplémentaire. Donc, ils peuvent tout à fait intégrer le master, c'est une possibilité. Alors, bien entendu, il faut comprendre que on a un certain nombre de demandes et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, loin de là, pour que la promotion reste à taille humaine, puisqu'on récupère tous les étudiants qui étaient en master 1 l'année précédente. Mais chaque année, on rajoute un certain nombre de personnes qui vont enrichir la promotion d'horizons différents, voilà, professionnels, étudiants, qui ont déjà fait un master 2 ou qui viennent d'ailleurs. C'est quelque chose qui est possible, mais en nombre limité forcément, puisque il faut rester avec un nombre cohérent d'étudiants au sein de la promotion. Alors, le plus important pour vous qui regardez la vidéo, qui êtes là, et qui assistez à la réunion, c'est bien entendu la sélection à la fin de la L3 pour les 2 années de master. Et vous savez que désormais, on a depuis l'année dernière une plateforme nationale qui permet de gérer les sélections, c'est la plateforme Master sur laquelle vous allez candidater. Et, cette plateforme, elle a introduit un certain nombre de changements, il y en aura de nouveaux cette année. Vous savez que désormais, il n'y a pas de limite de vœux au sein d'une même faculté. Vous avez une limite au niveau national, mais encore qui est très très large. Et ce qui fait que vous pouvez très bien vous débrouiller pour candidater sans doute à tous les masters de Bordeaux. Ça doit être techniquement possible. Ça doit être techniquement possible et ça se traduit par quoi? Pour les responsables de master, on l'a vu l'année dernière, par une explosion du nombre de dossiers. Alors, ça a de mauvais côtés pour nous parce qu'effectivement, énormément de dossiers examinés et parfois beaucoup trop. Donc, il va falloir gérer ça un petit peu différemment. On l'a fait l'année dernière, on le refera cette année. Il faut trouver un juste milieu par rapport à ça. Mais c'est aussi un avantage pour les étudiants parce que auparavant, ils avaient droit à 2 vœux au sein de l'université, ce qui était sans doute euh, un peu trop léger. Et désormais, vous pouvez présenter davantage de vœux et avoir davantage de chances d'être retenu. Donc, c'est une bonne chose pour les étudiants. Ça a un côté négatif. Encore une fois, c'est la multiplication des dossiers qui rend leur étude plus complexe. Alors, pour l'étude du dossier, qu'est-ce que nous regardons? Et je pense que c'est pareil pour tous les responsables de master. Eh bien, l'essentiel, c'est tout de même le dossier universitaire. C'est vraiment ça l'essentiel. Donc, les notes que vous avez obtenues, principalement en L2, en L3, L1, c'est bien, mais si vous n'avez pas été extraordinaire en L1, on ne peut pas vous en vouloir. Pour nous, l'essentiel, c'est la L2 et la L3. Alors, bien entendu, les matières fondamentales, qu'est-ce que vous avez fait?
Est-ce que vous avez bien réussi ou pas? Est-ce que vous avez redoublé ou pas? C'est un point qui est toujours important pour les responsables de master. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend jamais d'étudiants qui ont redoublé à un moment ou à un autre. Bien sûr qu'on peut en prendre, mais c'est toujours mieux pour votre dossier de n'avoir jamais redoublé. Même chose, on regarde si vous avez validé vos examens en première ou deuxième session. C'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'on regarde également? Alors, votre classement chaque année. Votre classement chaque année, c'est quelque chose que je vous conseille d'indiquer dans chacune de vos demandes. Euh, alors, je sais qu'il y a quelques facultés qui ne donnent pas le classement. C'est vraiment dommage parce que toutes les facultés ne notent pas de la même façon. Ce qui fait que quelqu'un qui aura une mention assez bien dans telle faculté aurait 10 de moyenne dans une autre. Et ce qui nous permet de vraiment départager les étudiants, c'est le classement. C'est l'élément le plus pertinent. Donc, si vous avez votre classement, donc essayez de l'obtenir et il faut le mentionner avec justificatif dans vos dossiers. Alors, on regarde d'autres choses, bien entendu, dans les dossiers. Alors, les stages et tout ce qui va avec. Oui, mais finalement, pas plus que ça, en ce sens où les stages, oui, c'est la cerise sur le gâteau, mais les stages, ça n'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est votre dossier universitaire. Donc, avoir fait plein de stages avec un dossier universitaire qui n'est pas bon, ça changera rien. On sait la réalité, hein, j'ai encore des étudiants que j'ai reçus très récemment et qui m'expliquent qu'ils ont candidaté auprès de 100, 200 avocats et que pour faire des stages et qu'ils n'ont obtenu aucune réponse positive. Voilà. Et donc ils se disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Et à l'inverse, vous avez des étudiants qui vont à un niveau peut-être pas terrible, on le voit au niveau du dossier, qui ont obtenu des stages incroyables dans des très grands cabinets d'avocats. Donc on n'est pas dupe, on sait que parfois ben, les stages sont tenus par les relations, et donc il n'est pas question que ce soit les relations qui justifient l'admission ou pas en master par la suite. Donc c'est très bien pour vous faire une idée des différents métiers, de réaliser des stages, etc. C'est très bien. On regarde ça, mais ça n'est vraiment pas l'élément essentiel, ça n'est pas ça qui fait la différence. À la limite, si ça devait faire la différence, ce serait vraiment entre dossiers totalement identiques. Voilà, dossiers totalement identiques. Là, on pourrait regarder les stages, ce qui a été fait à côté. Ensuite, bah, vous avez des étudiants qui ne peuvent pas faire de stage aussi parce qu'ils travaillent pendant leurs études. Alors, il faut l'indiquer quand vous travaillez pendant vos études. Alors, on est d'accord, si vous faites un peu de babysitting le samedi soir, on va pas considérer que c'est un travail pendant les études. Donc, vous mettez des justificatifs pour expliquer ce que vous avez fait, combien d'heures par semaine, par mois, etc. chaque année, avec justificatif, c'est important. Et puis, il y a aussi certains étudiants qui ont eu des problèmes de santé, et ça a pu se ressentir sur les résultats. Là aussi, vous avez intérêt à le mentionner, mais encore une fois, quand c'est des véritables problèmes de santé, parce que quand on lit certains dossiers, tous les étudiants qui ont raté quelque chose, il y avait toujours une bonne raison, même si on ne comprend pas très bien laquelle. Voilà. Donc, dans ces cas-là, mentionnez-le, effectivement. Est-ce que les directeurs y prêtent attention ou pas? Ça, je ne peux pas vous le promettre, mais je vous conseille quand même de le mentionner. Euh, pour la sélection, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, d'une façon générale, les facultés ont tendance à regarder de plus près, à privilégier les dossiers locaux. Mais c'est vrai dans toutes les facultés. Alors, quand on est un étudiant extérieur, on dit c'est pas normal, mais il y a une certaine logique. C'est que si par exemple, bah, j'ai 1000 dossiers à classer, vous comprenez que si je classe simplement les 200 premiers, eh bien, il y en a beaucoup qui ne viendront pas du tout parce qu'ils vont rester dans leur faculté d'origine. Et le problème, c'est qu'on a un système qui est mis en place avec mon master où il y a des désistements après tous les 24 heures. Bah, s'ils en classent 200, bah, ça arrivera au mois de septembre, le temps qu'il y ait les renonciations qui soient faites tous les jours, etc. Donc, forcément, on privilégie un petit peu les étudiants locaux. Mais on les privilégie un petit peu, mais c'est tout. Enfin, personnellement, après, je peux pas parler pour tout le monde, mais c'est tout. C'est-à-dire que je regarde toujours aussi les dossiers des étudiants extérieurs, je regarde tout ça, et chaque année, dans le master, on accueille un certain nombre d'étudiants et parfois un nombre non négligeable d'étudiants qui viennent d'ailleurs. Alors, avant tout, je dirais des étudiants qui viennent de facultés de la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a toujours eu des transferts d'étudiants traditionnellement, des étudiants de Limoges, de La Rochelle, de la faculté de Pau-Bayonne qui viennent à Bordeaux. Il y en a toujours beaucoup chaque année et on est ravis de les accueillir. Donc, cette année, en Master 1, il y en a beaucoup qui sont venus. Et puis des étudiants d'autres régions aussi. Traditionnellement, on a toujours un ou deux étudiants qui viennent de Bretagne dans le master et d'autres étudiants qui peuvent venir d'ailleurs. Voilà. Donc, bien entendu, on regarde aussi les dossiers des étudiants extérieurs et chaque année, on a des étudiants extérieurs qui intègrent le diplôme. C'est important aussi. Alors, s'agissant des spécialités que vous avez pu faire en licence 3, là aussi quelques précisions. C'est compliqué parce qu'on vous demande dès la licence 3 parfois de choisir un parcours. Déjà, quand il fallait se spécialiser en Master 1, c'était compliqué, mais en licence 3, c'est compliqué parce qu'il y a des étudiants qui savent pas, qui prennent quelque chose et qui, à la fin de l'année, bah, voudraient faire autre chose.
Personnellement, ça ne me gêne pas du tout parce qu'on vous demande de vous orienter trop tôt. Et ce qui fait que oui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en L3 entreprise ou en L3 droit privé qui vont venir, bien entendu. Mais chaque année, eh bien, on prend des étudiants qui étaient en L3 judiciaire, en L3 international, en ES, et puis aussi, pourquoi pas, c'est pas impossible, qui étaient en droit administratif. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, parce qu'à mon avis, il faut pas condamner un étudiant parce qu'il a choisi tel parcours à ne pas pouvoir changer par la suite. Si l'étudiant a un bon dossier, ben, oui, il est normal de lui laisser la chance et de se réorienter finalement vers la suite. Il aura peut-être quelques matières à reprendre pendant l'été, mais c'est des choses qui ont déjà été faites et qui sont tout à fait faisables, donc c'est pas un problème par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien que la sélection, elle se fera comment? Ben, d'abord, on étudie les très nombreux dossiers, un par un, et puis il y en a qu'on refuse tout de suite, et puis il y en a qu'on retient, etc. Et ensuite, ben, des entretiens en présentiel ou par Zoom, selon les possibilités des étudiants, selon où ils se trouvent, des entretiens. Alors, on peut pas réaliser des entretiens avec tout le monde, il y a tellement de dossiers que c'est impossible, mais des entretiens afin de pouvoir en savoir un peu plus sur les étudiants. Et c'est vrai qu'on apprend des choses honnêtement en entretien avec les étudiants. C'est toujours quelque chose de très intéressant. Voilà, donc j'ai fini ma présentation, j'allais dire presque administrative de la sélection. Il y avait un certain nombre, en répondant à un certain nombre de questions que nécessairement vous vous posez. Et maintenant, ben, ce que je vous propose, c'est les étudiants qui sont en présentiel. Vous pouvez éventuellement poser vos questions, alors soit oralement, soit sur le chat de la réunion. Vous posez vos questions, et puis je les reprends, puis on essaye d'y répondre autant que possible. Si tu permets, Oui, Philippe, bien sûr, Philippe. je voudrais ajouter juste deux petites précisions et sans paraphraser. La première précision, n'oubliez pas que dans votre parcours universitaire et dans votre futur parcours professionnel, il faut absolument intégrer au quotidien la dimension européenne des choses, aussi bien en théorie qu'en pratique. Et la deuxième observation que je voulais faire, ne négligez pas non plus l'aspect linguistique, parce que d'abord, pour ceux qui veulent devenir avocat, il y a une épreuve de langue au concours d'entrée, et que de toute façon, dans la pratique, même sans faire des dossiers transnationaux, mondiaux, tout ce que vous voulez, vous êtes absolument pas à l'abri de devoir discuter avec des gens qui ne maîtrisent pas le français. Donc, il vous faudra nécessairement parler l'anglais, c'est quasiment obligatoire. Et une langue différente qui est celle de votre choix. Je dis toujours que les deux langues d'avenir, aussi extraordinaires que ça puisse paraître, c'est le chinois et l'arabe, mais n'oubliez absolument pas la dimension linguistique. C'est devenu au niveau du recrutement, quoi que vous ayez fait par ailleurs, un critère important d'intégration de certains cabinets. Donc, et de certaines structures, pas uniquement avocats, c'est vrai pour experts comptables, c'est vrai pour les directions juridiques des entreprises, c'est absolument indispensable. Donc pensez-y et ne négligez absolument pas ces deux aspects des choses. Merci Philippe, oui, ce sont des points importants et alors on peut réussir sans être forcément trilingue, etc. Mais c'est vrai que quand on maîtrise très bien un certain nombre de langues et surtout aussi des langues rares, et dans ce cas-là, eh bien ça peut aboutir assez rapidement à une spécialité. Voilà, quand vous êtes l'interlocuteur privilégié pour des échanges, des opérations avec tel ou tel pays, voilà, c'est quelque chose qui peut compter. Et on a plusieurs étudiants qui ont été ou qui sont dans cette situation. C'est un véritable avantage. Alors maintenant, je vais répondre alors, aux questions qui sont posées. D'une même mention, est-ce qu'il faut faire des classements au sein de la plateforme et plusieurs lettres de motivation? Alors normalement, et j'espère que ce sera le cas, ça me paraît essentiel personnellement, on n'est pas censé avoir connaissance des masters dans lesquels vous postulez. Donc non, il n'y a pas de hiérarchie. Il y en avait pendant une époque, quand on n'avait que deux vœux, il y avait des vœux qui étaient hiérarchisés. J'étais personnellement contre, mais c'était comme ça. Bah non, il n'y a pas de hiérarchie. Et ça me semble essentiel. Pourquoi? Qu'on n'ait pas connaissance de ça et que vous n'ayez pas à rentrer une hiérarchie, vous, sur la plateforme. Ça me paraît essentiel parce que l'important, c'est pas bah, l'orgueil du directeur de master où il n'a pas envie d'être en deuxième, troisième vœu, on le met en premier vœu ou rien. Non, l'essentiel, c'est quoi? Ben, c'est que c'est votre avenir, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Donc, on vous autorise à candidater à plusieurs masters, donc ensuite, c'est à vous de faire votre choix librement.
et sans vous mettre le couteau sur la gorge en disant « Ah, si je vous prends, vous venez, j'aurais que vous allez venir, etc. » Voilà. Donc, par rapport à ça, vous devez vous sentir totalement libre. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous serez pris dans un, deux, trois, quatre, cinq masters et vous choisirez celui que vous voudrez. Vous n'avez pas à promettre à tel ou tel directeur que vous viendrez quoi qu'il arrive. Il n'a pas à savoir où vous avez postulé par ailleurs. Voilà. Et ce que vous ferez, non, vous êtes totalement libre de vos choix et c'est important parce que c'est votre avenir, c'est pas le nôtre. Voilà. Donc pour moi, c'est un point essentiel. Normalement, on n'a pas à savoir. Parfois, on sait qu'il y a certains masters en France qui ont demandé justement la liste des masters auxquels les étudiants avaient postulé. C'est pas correct. Voilà. Vous n'avez pas à le faire et c'est pas correct parce que justement, c'est votre liberté. Ça ne concerne pas les directeurs. Alors après, parfois on vous dit il faut être cohérent, il faudrait demander que des masters dans la même spécialité. Pas forcément, parce que vous êtes en licence 3, vous avez 20, 21 ans, donc parfois vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard. Donc vous tentez plusieurs choses et puis vous allez avoir des entretiens et puis vous déciderez à la fin. Donc je trouve ça tout à fait cohérent, moi ça me gêne pas que finalement vous demandiez des masters assez différents et à la fin, bah oui, vous ferez un choix. Mais vous pouvez demander des masters différents. Voilà, ça me gêne pas parce que bah, vous sortez de licence 3 et donc forcément vous avez beaucoup de doutes sur ce que vous allez faire plus tard. Et de toute façon, même ceux qui pensent savoir ce qu'ils vont faire plus tard feront peut-être ou autre chose. Voilà, donc personne ne peut dire ce qui va se passer dans l'avenir. Quant à la lettre de motivation, soyons clairs, ne fantasmez pas sur ni son contenu, ni son intérêt ou son utilité. Pour cette excellente raison, c'est que je ne connais personne qui postule à quoi que ce soit, qui envoie une lettre de motivation en expliquant toutes les raisons qu'il y aurait de ne pas le prendre. Donc, partant de là, toutes les lettres de motivation nous disent que, grosso modo, on est le meilleur, le plus beau, le mieux préparé, le plus décidé à faire. C'est une évidence. Si vous postulez un master, c'est que vous êtes motivé. Donc, la lettre de motivation, ne lui donnez pas plus d'importance qu'elle n'en a en réalité. Alors, elle peut avoir une importance négative, c'est-à-dire aussi, il faut tout de même souligner, encore une fois, ceux qui ont eu une activité salariée, des problèmes de santé vraiment importants, hein, avec justificatif, hein, bah, de le mentionner dans la lettre de motivation, ça peut être important. Et sinon, elle peut avoir un rôle très négatif, parce qu'il y a des gens, bon, on sait très bien, c'est pas eux qui vont rédiger leur lettre de motivation, mais quand on voit arriver une lettre de motivation ou l'intitulé du diplôme, bah, c'est un autre, c'est pas le vôtre, c'est un autre, ok, voire même d'une autre ville, où on dit madame, monsieur, ah oui, il n'y a pas de madame, ni Philippe ni moi ne sommes des madames, voilà, on pourrait, mais non, en fait. Pas pour l'instant en tout cas. Et donc c'est-à-dire qu'ils ont l'étudiant n'a même pas regardé qui s'occupe du diplôme, qui dirige le diplôme, etc. Ou des lettres de motivation qui sont remplies de fautes. Bah là, c'est quelque chose de rédhibitoire, effectivement. Donc voilà, ça peut jouer un rôle négatif chaque année. Il y a des lettres, on se dit c'est pas possible, et donc bah, on laisse tomber le dossier à cause de la lettre. Maintenant, oui, on ne s'est jamais dit ah fantastique, cette lettre de motivation est incroyable. On va prendre l'étudiant pour sa lettre de motivation. Il faut la faire pour que ce soit pas un élément négatif pour vous. Donc faites-vous relire par des tirs, etc. Voilà. Pour éviter des bourdes, des fautes, etc. Mais c'est pas ça effectivement qui va emporter le morceau, on veut dire. Mais autant par rapport à votre parcours, des éléments particuliers, bah, il faut les signaler dans la lettre de motivation. C'est pour ça que ça peut être important. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Apparemment, non. Apparemment, non. Alors, si vous avez d'autres questions, bon, il y en a peut-être une qui peut arriver, vous n'hésitez pas à la mettre. S'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, vous n'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions. Alors, mon adresse mail, c'est celle que vous trouvez sur le site de la faculté. Donc, c'est philippe.emy, E-M-Y, arrobase, u-bordeaux.fr. Mais donc, vous la retrouverez effectivement sur Internet. Si vous voulez poser des questions à Maître Duprat, vous trouverez aussi son adresse sur le site de la fac, puisqu'il a aussi une adresse de la faculté, ou son adresse au cabinet, donc vous pourrez en trouver deux. Voilà, donc pour les questions plus administratives, etc., tout ça, de sélection, c'est davantage vers moi qu'il faut vous orienter. Mais si vous avez questions sur la profession d'avocat, voilà, c'est davantage vers Maître Duprat. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On aura donc un certain nombre d'entretiens. Il y a un certain nombre d'étudiants de la faculté de Bordeaux que j'ai déjà rencontrés. Je vais en rencontrer d'autres. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit que je leur ai pas encore répondu, mais je vais le faire très vite. Je vais en rencontrer d'autres. Et puis, je peux aussi faire des zooms avec des étudiants extérieurs. C'est aussi quelque chose qui est possible. En général, dans ce cas-là, pour tout ça, vous nous envoyez votre dossier
voilà, L1, L2, et puis L3 très bientôt quand il y aura des résultats qui tomberont bientôt. Et puis comme ça, bah, on vous dit voilà, est-ce que c'est la peine ou pas, et puis si c'est la peine, on discute. Il y aura ensuite des entretiens officiels à partir du mois de mai, je pense, je ne me rappelle plus, j'ai pas les dates en tête, mais voilà, on aura des entretiens officiels une fois qu'on aura reçu les dossiers. Mais vous pouvez avant, effectivement, nous contacter pour nous poser vos questions, il y a aucun problème, ça peut vous rassurer. Donc, euh, donc vous pouvez le faire, et dans la mesure du possible, donc en général, il n'y a pas de difficulté, eh ben, on vous répondra. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire également? Euh, eh bien, de garder confiance, parce que je sais que c'est une période de stress pour les étudiants. Et alors, il faut dire la vérité aux étudiants, et c'est toujours compliqué. Si on leur dit, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout le monde aura un master, c'est pas vrai, et vous savez que ça n'est pas vrai. Donc, non, tout le monde n'aura pas un master, et tout le monde n'aura pas le master de son choix. Maintenant, vous avez l'excès inverse chez les étudiants, et des étudiants qui ont un dossier sérieux, qui disent, j'aurai rien, je vais partir n'importe où, j'aurai rien, etc. Alors que, évidemment, ils auront un master, ils auront un bon master qui va leur plaire. Donc voilà, il faut ici faire attention, ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre. Il y a quand même beaucoup de masters, il y a beaucoup de places en master, et c'est vrai que pour vous, l'important, c'est d'essayer de trouver bah, le master le plus valorisant par la suite pour ce qui est des débouchés, hein. Voilà, j'insiste, mais vous vous posez la question de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, mais aussi bah, qu'est-ce qui vraiment m'accordera des débouchés dans 50 en 10 ans. Voilà, qu'est-ce qui vraiment va marcher. Donc c'est compliqué, je comprends, hein, de vous projeter 5 ans ou 10 ans ou 15 ans plus tard, mais il faut le faire maintenant parce qu'il y a trop d'étudiants qui, par la suite, reviennent et disent, ah ben si j'avais su, oui, et si ce n'est que c'est trop tard. Et on ne peut pas s'improviser, claquer des doigts en disant, ah ben, je suis un commercialiste, je suis un fiscaliste, etc. Un jour, alors qu'on a fait autre chose, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est quelque chose d'important qui se joue maintenant. Alors, d'important, mais encore une fois, pas trop de stress. Il y a beaucoup d'étudiants, plein d'étudiants qui stressent et qui vont avoir sans difficulté un master de qualité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop avoir peur. Si vous avez travaillé, si vous êtes sérieux, tout se passera bien. Il faut pas s'en inquiéter. Alors, j'ai une question qui apparaît. Est-ce qu'il est possible d'obtenir une admission avec une licence obtenue à l'étranger? Alors, pour les licences obtenues à l'étranger, il faut passer pas par la procédure Mon Master, c'est par la procédure France Campus. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que c'est compliqué, honnêtement, avec une simple licence de rentrer dans le master. En général, les étudiants étrangers qui ont une simple licence, ils viennent à Bordeaux, ils font une troisième année de licence à Bordeaux, et comme ça nous permet de voir s'ils ont le niveau ou pas. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui intègrent la fac en L3. Et en M2, c'est un petit peu différent. Nous, chaque année, on prend un ou deux ou trois étudiants sur France Campus qui intègrent le Master 2, mais qui ont une formation beaucoup plus complète dans leur pays d'origine. Voilà. Donc, si c'est juste une licence, le mieux est peut-être de devenir en L3 pour ensuite essayer d'intégrer un M. Parce que ça nous permet, dans ce cas-là, de voir vraiment votre véritable valeur avec des examens de L3. Alors, je reviens à mon propos précédent. Donc, voilà, il faut être objectif, essayer de faire au mieux, c'est difficile, mais ne pas avoir de stress excessif. Honnêtement, il faut garder confiance. Et puis, ce que je vous dirais également, c'est que ce que je dis chaque année à mes étudiants, et puis aussi pour terminer à chaque fois nos présentations, c'est que la faculté a tendance, peut-être malgré elle, hein, à vous envoyer un message qui vous stresse, qui peut paraître négatif, en vous expliquant que, bah, notamment avec la sélection master, bah, vous jouez toute votre vie. Et que si ça se passe mal, bah, votre vie sera foutue, etc. Et que tout se passe à ce niveau-là. Pour vous dire les choses très honnêtement, non, l'essentiel de votre vie, c'est pas votre activité professionnelle. L'essentiel de votre vie, c'est vos proches, votre famille, et c'est ça qui vous rendra heureux plus tard. C'est pas votre activité professionnelle. Alors ça, il participera. Ça, bien entendu, il vaut mieux avoir un métier intéressant, il vaut mieux avoir un métier plutôt bien rémunéré pour faire vivre sa famille. C'est quelque chose d'important. Mais j'ai connu plein de gens, d'anciens collègues, d'anciens étudiants qui ont brillamment réussi, et donc, si on regarde leur CV, c'est fantastique. Et finalement, on vous les prenez à part et qu'ils vous parlent et vous expliquent que c'est une catastrophe, que pour eux, ils ont raté leur vie. Et à l'inverse, il y a des étudiants qui ont moins réussi, qui peut-être n'ont pas eu de master, etc., et qui, bah, ouais, voilà, une vie familiale, une vie privée, totalement épanouie à côté. Et donc, le plus important, ça n'est pas la faculté, c'est ce qui se passe à côté. Donc, ça me semble vraiment important de vous le dire. Le plus important, c'est ça, c'est votre famille, vos proches. Si en plus, vous pouvez avoir une activité professionnelle, un master qui vous plaît, etc., très bien. Mais il ne faut pas que cette activité professionnelle
deviennent l'essentiel de votre vie. L'essentiel de votre vie, ce sera toujours autre chose. Donc faites attention à ça, et ça n'empêche pas d'avoir les deux, hein, de travailler très sérieusement et de s'occuper de sa famille à côté. Mais faites attention à ça. Et une fois que on prend conscience de ça, on a les pieds sur terre. Pour les quelques-uns qui n'auront peut-être pas de master, pas ceux qui veulent, etc., ils se diront qu'ils n'ont pas tout manqué, pas du tout. Au contraire, ils ont encore le principal à réussir à côté, et ils le feront sans doute très bien. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, il faut que vous ayez cet état d'esprit pour ne pas vous réveiller dans 10, 20, 30, 40 ou 50 ans en disant, ah je suis passé à côté de ma vie, de ce qui était le plus. J'ai une question. Alors, les étudiants venant d'une autre licence que droit de l'entreprise que j'ai déjà accepté, est-ce qu'ils ont eu des difficultés particulières? Euh, J'essaye de répondre à cette question. Non, honnêtement, alors les étudiants en master ont toujours très très peur, et en fait, ces dernières années, on n'a pas eu de redoublement, ou si on a eu un redoublement, c'est un étudiant qui n'avait pas pu faire ses examens, tout simplement, qui n'était pas là pendant un semestre. Voilà, donc ce qui fait que ça se passe toujours bien, les étudiants stressent, mais comme toujours de toute façon, donc mais ils travaillent bien, ça se passe très bien. Je dois insister sur le fait que ça c'est aussi important, c'est que on a la chance d'avoir toujours des promotions avec un excellent état d'esprit, où on n'est pas dans la concurrence. Alors ça aussi, j'allais dire, dans les profils, ce que je recherche, c'est important pour moi. Voilà, la possibilité d'être en groupe. On n'est pas forcément obligé d'aimer ou d'adorer tout le monde, mais voilà, on se comporte bien, et très honnêtement, on a des promotions qui se succèdent et où il y a toujours une très bonne ambiance entre étudiants. Et ça me semble essentiel parce qu'on va vivre plus ou moins 2 ans ensemble, et finalement, moi, je vois ça comme une aventure collective. Alors, entre étudiants, et puis moi également et les étudiants, c'est une aventure collective. Et donc, il y a des étudiants qui ont des difficultés, mais parce que personnel, familial, de santé, etc. Et à chaque fois, il y a d'autres étudiants qui sont à côté, qui sont là pour les aider. Donc, des difficultés venant d'une autre, à partir du moment où on est quelqu'un de sérieux et où on travaille, non, je pense honnêtement que, alors il y aura une appréhension forcément, mais je pense qu'il n'y aura pas de difficulté, parce que si vraiment je me disais, tel étudiant n'y arrivera pas parce qu'il vient de telle ou telle mention, je le prendrai pas, je l'emmènerai pas dans un endroit où il risquerait effectivement de se planter. Voilà. Donc il y aura une adaptation particulière, c'est sûr, il y aura peut-être un ou deux efforts particuliers, mais voilà, si je prends un étudiant, c'est qu'il a les moyens de réussir, et puis encore une fois, on a un taux de réussite très élevé. Les seuls étudiants qui réussissent pas, c'est pour des raisons de santé ou ce genre de choses. Voilà. Donc, pas d'inquiétude à mon avis par rapport à ça. Alors, on fera aussi, je pense que les étudiants de M2 feront peut-être des présentations sur Instagram, en live, où il y aura peut-être des choses en présentiel. Donc, ce sera à suivre dans les semaines à venir aussi. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire, encore une fois, un message positif, il n'y a pas que le droit dans la vie, il n'y a pas que l'activité professionnelle dans la vie. Le plus important, quoi que vous fassiez plus tard, c'est soyez heureux, occupez-vous de vos proches, vivez avec eux. Et si vous pouvez bien entendu avoir une activité professionnelle qui vous comble, tant mieux. Euh, Si vous pouvez avoir les deux, c'est très bien, mais pas de mélange des genres. Le plus important, c'est encore une fois la façon dont vous vivrez heureux avec vos proches et avec les autres. Et je vais laisser le mot de la fin à Philippe, qui aura sans doute quelque chose à ajouter. Non, peut-être qu'avec l'âge, puisqu'il ne vous a pas échappé que j'étais quand même en, proche de la date de péremption, je partage en tout point ce que la conclusion de Philippe. Le travail, c'est bien, il faut être assidu au travail, il faut essayer toujours d'arriver au meilleur, mais il y a autre chose à côté. Donc voilà, je suis en tout point d'accord avec ce que vous a dit le professeur Rémy. C'est un tout. Voilà. Donc profitez-en, n'oubliez pas cela, gardez le présent à l'esprit. Et je crois que quoi qu'on dise et quoi qu'on voit, si vous restez dans cette perspective, vous réussirez. Et c'est vraiment tout le mal que l'on vous souhaite, de réussir. Alors on essaiera de vous aider, mais une grande partie vous incombe, et avec l'état d'esprit qu'on essaie de préserver et de promouvoir, il n'y a a priori pas de difficulté majeure. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie toutes et tous, et peut-être à très bientôt pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Merci. À bientôt, merci, au revoir.